L'eau en cascade ronge rapidement le remblai rocheux. Quelques minutes plus tard, tout le volume d'eau explose sur la chute de 244 mètres et la famille du surintendant est emportée par l'eau. Dans les années 1950, la demande d'électricité augmentait dans le Missouri, poussant Union Électrique à chercher des solutions efficaces pour y répondre. L'altitude dans le Missouri varie de 250 mètres au-dessus du niveau de la mer à 540 mètres au sommet des montagnes Tomsock à Saint-Louis. Union Électrique pensait que l'énergie hydroélectrique offrirait la meilleure source d'électricité fiable dans ce terrain. L'énergie hydroélectrique utilise l'eau courante pour faire tourner des turbines qui transforment l'énergie cinétique en énergie mécanique. L'énergie mécanique de la turbine en rotation est convertie en énergie électrique à l'aide de générateurs. Mais il n'y a pas de rivière naturelle pour remplir un barrage dans la région. Il se tourne donc vers une solution innovante appelée stockage par pompage. Bien que l'hydroélectricité existe depuis les années 1850, ce n'est qu'en 1907 que le stockage par pompage a été utilisé en Suisse. Le concept est simple et efficace. L'eau est pompée d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur pendant les heures creuses, lorsque la demande en électricité est faible et la production moins coûteuse, puis elle est utilisée plus tard pendant les heures de forte demande. L'eau est relâchée en aval via des turbines pour produire de l'électricité, apportant rapidement une énergie puissante au réseau. Dans les années 1930, une technologie a été créée pour utiliser la même turbine à la fois pour pomper l'eau entre les réservoirs et produire de l'électricité. Après avoir étudié plusieurs sites, Union Électrique choisit la montagne Prophet dans le sud-est du Missouri. Le terrain accidenté et élevé de la montagne Prophet offre une chute naturelle abrupte, parfaite pour produire de l'énergie grâce à l'eau et à la gravité. En 1960, la construction de la centrale de pompage-turbinage de Tomsock commence. Le réservoir inférieur longe la branche et de la rivière Noire, tandis que le réservoir supérieur, situé au sommet de la montagne Prophet, se trouve à environ 244 mètres plus haut. Le réservoir supérieur peut contenir environ 56 millions de mètres cubes d'eau, permettant ainsi de produire beaucoup d'électricité lors de sa libération. Le terrain escarpé complique le transport et la pose du béton, donc les ingénieurs choisissent une digue en remblai rocheux. Son barrage a été construit en empilant des roches meubles pour créer une pente stable. D'énormes rochers et pierres sales sont placés à la base et empilés en couches pour former la pente profilée du remblai, ce qui permet de répartir uniformément la pression de l'eau. Le remblai est ensuite recouvert d'une couche de béton du côté du réservoir, appelée parement, qui aide à prévenir les fuites. Elle agit comme une barrière retenant l'eau et protégeant la couche interne de roches contre l'érosion. Mais cette méthode a un inconvénient. Les barrages en enrochement subissent un tassement car les roches se déplacent et se compressent lentement. Cela crée des points bas le long du sommet de la structure. Ces points, ou zones basses, sont des zones vulnérables le long de la structure. Pour remédier à cela, un mur de parapet en béton de 3 mètres est ajouté le long du sommet de la digue afin de servir de barrière de protection le long du bord de la structure. Ce mur sert de barrière finale pour contenir les éclaboussures ou la montée de l'eau à l'intérieur du réservoir. Le mur de parapet doit être surveillé et entretenu car, tout comme l'enrochement, il est également vulnérable au tassement. Un tassement inégal peut former de petites dépressions et vallées au pied du mur. En 1963, la centrale de pompage-turbinage de Tomsock fonctionne pleinement. Le barrage a la capacité de produire 350 MW d'électricité, ce qui en fait la plus grande installation de pompage-turbinage de son époque. Au début des années 2000, Union Électrique, qui est maintenant Amarin Union Européenne, fait face à une demande croissante d'électricité et doit augmenter la capacité opérationnelle de Tomsock. À son ouverture, l'usine ne fonctionnait qu'environ 100 jours par an, surtout en hiver. Avec le temps, ce chiffre est passé à près de 300 jours par an au début des années 2000. La centrale de pompage de Tomsock fonctionne à près de 3 fois sa capacité initiale. La déréglementation du marché de l'énergie permet à Amarin Union Européenne de vendre de l'électricité librement, ce qui rend rentable l'exploitation de Tomsock presque toute l'année. Cela exerce une pression constante sur toute la structure. Les cycles quotidiens stressent le réservoir supérieur, comme plier un trombone répétitivement. En 2004, Amarin Union Européenne pose une géomembrane sur la surface intérieure du réservoir
pour améliorer l'efficacité et limiter les fuites. La membrane en polyéthylène haute densité est une feuille imperméable couvrant le fond et les parois du réservoir. Le polyéthylène haute densité est un plastique durable, flexible et résistant au choc, produits de chimiques et à la corrosion. Il est souvent utilisé dans les géomembranes d'étanchéité. La membrane réduit la quantité d'eau qui s'infiltre à travers les petites fissures qui se forment lorsque la construction en enrochement se tasse de manière inégale. La géomembrane en polyéthylène haute densité est conçue pour améliorer la barrière d'étanchéité entre l'eau du réservoir et la digue en enrochement. La membrane empêche l'eau de s'infiltrer dans l'enrochement poreux situé en dessous, ce qui a entraîné une perte progressive du volume d'eau. En stoppant ces fuites, la membrane permet de maintenir le niveau du réservoir plus élevé pendant de plus longues périodes, maximisant ainsi la quantité d'eau disponible pour la production d'électricité. Les ouvriers déploient d'immenses feuilles de géomembrane et les soudent ensemble pour recouvrir la surface du réservoir. Les feuilles sont ancrées en haut, le long du mur de parapet et autour du périmètre de la base du réservoir, pour éviter qu'elles ne bougent. Avec la bâche en place, il y a moins de fuites, ce qui permet de conserver plus d'eau dans le système et donc de remplir le barrage à un niveau plus élevé. En s'approchant du mur de parapet, il y a quelques inconvénients. La bâche ajoute du poids supplémentaire et des points de contrainte le long des remblais. Cela crée un nouveau risque. Le remblai, le mur de parapet et les systèmes de surveillance du barrage sont soumis à une pression plus élevée qu'auparavant, surtout puisque les niveaux d'eau sont désormais plus proches du sommet de la structure. Étant donné le risque accru de contrainte sur une structure vieillissante, il est essentiel que les systèmes de surveillance et d'arrêt du réservoir fonctionnent de manière fiable avec des niveaux d'eau plus élevés. Même de petites erreurs dans les relevés des capteurs peuvent entraîner une montée de l'eau dangereusement proche du mur de parapet, où des affaissements inégaux ont déjà créé des points bas au fil des années. Cependant, stocker de l'eau contre le mur de parapet est rare dans la gestion des barrages, car cela augmente le risque de surverse ou d'écoulement par-dessus le mur. Si les capteurs tombent en panne, la plupart des barrages sont conçus avec des déversoirs en béton pour diriger tout débordement en toute sécurité le long d'un chemin prédéterminé et évacuer l'excès d'eau du réservoir. Un déversoir empêche l'eau de passer par-dessus le barrage, mais Tomsock n'a pas de déversoir pour sécuriser le réservoir. L'usine s'appuie sur deux principaux types de capteurs de niveau d'eau, des capteurs de pression et des sondes de conductivité Warwick. Les capteurs de pression, placés le long de la pente du réservoir, mesurent la pression de l'eau à certains points et la convertissent en relevés de niveau. Le système de contrôle de l'usine utilise ces relevés pour assurer le fonctionnement sécurisé des pompes. Si la pression indique que les niveaux d'eau sont trop élevés, le système arrête automatiquement la pompe pour empêcher l'envoi de plus d'eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur. Lors d'une vérification de maintenance de routine, les ingénieurs découvrent que plusieurs capteurs de pression se sont détachés de leur support. Les capteurs défectueux donnent des relevés inexacts, et le niveau d'eau du réservoir est souvent indiqué comme étant plus bas qu'il ne l'est réellement, parfois avec une différence allant jusqu'à 13 mètres. La fausse lecture permet aux pompes de continuer à remplir le réservoir même lorsqu'il atteint le mur de parapet. Comme système de secours, les sondes de conductivité. Warwick sont installées sous le sommet du mur de parapet pour détecter l'eau. En mesurant la conductivité électrique, si l'eau s'approche à moins de 0,6 mètres du sommet du mur, les sondes de conductivité détectent l'eau et envoient un signal pour arrêter les pompes. Un délai d'1 minute sépare la détection d'eau par la sonde de son activation. Ce délai permet de s'assurer que les pompes ne s'arrêtent pas à cause d'éclaboussures d'eau. Mais dans certaines zones où le mur s'est affaissé en creux irréguliers, les capteurs se trouvent à moins d'un demi-mètre du sommet du mur. Le délai et le positionnement font que les sondes peuvent manquer le niveau d'eau le plus élevé dans ces zones basses et permettre à l'eau de continuer à monter. Au-delà du point où le système devrait arrêter les pompes. Le 25 septembre 2005, les vents de l'ouragan Rita atteignent la région et l'eau éclabousse par-dessus le mur de parapet, le dépassant brièvement. Les opérateurs d'Amarin Union européenne reconnaissent le risque et réduisent légèrement le niveau d'eau maximal autorisé, ce qui arrête temporairement les pompes. 2 jours après, plus d'eau déborde du mur de parapet. Et les ingénieurs et opérateurs d'Amarin Union européenne ne comprennent pas pourquoi. Ils ont abaissé le niveau maximal d'eau, mais les capteurs laissent toujours l'eau atteindre un niveau dangereusement proche du sommet du mur.
Dans les zones habitées, un opérateur envoie une note au siège, avertissant que des débordements répétés peuvent éroder la digue, ce qui pourrait entraîner une défaillance catastrophique. Mais au lieu d'effectuer des réparations immédiates, Amarin Union européenne reporte les réparations complètes d'environ 6 mois, jusqu'au printemps, lorsque la maintenance de routine est déjà prévue. Lors de la maintenance, elles calibreront les capteurs de niveau d'eau et inspecteront l'intégrité structurelle des digues et du mur de parapet, puis renforceront toutes les zones de tassement inégal ou les points bas. Ils doivent simplement passer l'hiver, période durant laquelle les habitants de la région consomment plus d'énergie pour chauffer leur maison. Dans la nuit du 13 décembre 2005, l'usine Tomsock pompe comme d'habitude l'eau du réservoir inférieur vers le supérieur pour anticiper le pic de consommation du lendemain matin. Les besoins en énergie. L'un des deux principaux systèmes de contrôle a été programmé par erreur pour ignorer les relevés des sondes de conductivité de secours Warwick sur le mur de la balustrade qui sont reliés carte à l'une des pompes. Cette erreur de programmation signifie que même lorsque le niveau de l'eau monte dangereusement, l'une des pompes continue de fonctionner, même lorsque les niveaux du réservoir dépassent les limites de sécurité. À mesure que l'eau se rapproche du sommet du mur de la balustrade, les capteurs de pression principaux indiquent des niveaux d'eau bien inférieurs au niveau réel. D'une part, les ingénieurs pensent que les niveaux d'eau sont inférieurs de 13 mètres à ce qu'ils sont réellement. Et d'autre part, les niveaux d'eau réels sont au-dessus de la ligne de sécurité de 0,6 mètres. Depuis le sommet du mur, l'interrupteur d'arrêt automatique pour couper les pompes a été désactivé et il n'y a pas de déversoir pour canaliser le trop-plein. À 05h15, le 14 décembre, l'eau déborde par-dessus le mur de parapet. Une pompe continue de fonctionner et l'eau passe par-dessus le sommet du mur, érodant la digue en enrochement. Lors du ravinement, l'érosion cible les points bas vulnérables du mur de parapet, là où l'affaissement a formé des creux dans la digue. L'eau en cascade ronge rapidement l'enrochement. Des sections du mur de parapet perdent leur soutien structurel et s'effondrent. En seulement 6 minutes, il y a une rupture totale et tout le volume d'eau du réservoir supérieur dévale la chute de 244 mètres. La brèche au barrage de Tomsock libère un torrent dévastateur sur la montagne Profit, transformant le paysage paisible en un chemin de destruction. Avec près de 5 millions de mètres cubes d'eau s'écoulant à un débit estimé à 4250 mètres cubes par seconde, la crue avance avec une force incroyable. Cette libération équivaut à peu près au débit d'un grand fleuve, mais dans une descente étroite et abrupte qui amplifie sa puissance. L'eau en cascade arrache les couches de sol, créant des trous d'érosion. De profondes dépressions entaillent la montagne, où l'eau arrache la terre et met la roche-mère à nu. La force de l'eau déracine arbres, rochers et terre. Les débris accélèrent en aval et intensifiant la puissance destructrice de l'inondation dans le parc d'État de Johnson. Le passage de l'inondation laisse de profondes entailles dans le paysage, transformant les zones boisées en terrains nus et rocheux, exposant des formations de granit ancien enfouies sous la terre depuis des siècles. À la résidence du surintendant dans le parc, l'impact est immédiat et catastrophique. Les eaux de crue soulèvent la maison, l'emportant avec le courant puissant sur près de 400 mètres en aval. Les véhicules sont soulevés et projetés, malmenés et remplis de limon. La famille du surintendant est emportée par les eaux de crue. Ils sont blessés et coincés parmi les décombres, mais ils survivent. L'inondation descendant la montagne du Prophète atteint la route N, voie principale de la région. L'afflux soudain d'eau submerge des sections de la route, transformant certaines parties en rivières. Des voitures et des camions sont éparpillés et partiellement ensevelis par l'eau qui s'engouffre et les débris. Les ponceaux et les systèmes de drainage le long de la route sont submergés et obstrués. La force de l'eau tord les glissières de sécurité et emporte des sections de la route dans le parc Johnson's Shuttins. La crue modifie considérablement les cours d'eau naturels du parc. Les sédiments et gros débris s'accumulent par endroits le long de la rivière Black, obstruant des sections et détournant l'eau vers de nouveaux passages. La migration des chenaux modifie le cours des rivières, créant de nouveaux bassins, chenaux et dépôts dans tout le parc. La crue modifie essentiellement l'hydrologie du parc, créant de nouveaux cours d'eau, en obstruant d'autres et transformant le lit de la rivière, autrefois clair, en une étendue boueuse remplie de débris.
Des équipes de recherche et de sauvetage arrivent alors que la nouvelle de la catastrophe se répand. Leur priorité initiale est de localiser et d'aider toute personne se trouvant sur le trajet de la crue, en particulier dans les zones en aval où l'eau de l'inondation représente toujours un danger. Le service météorologique national émet des alertes d'inondation, avertissant les habitants et leur permettant d'évacuer. Malgré la dévastation, le parc national absorbe la majeure partie de l'impact. Il n'y a pas de grande ville sur le trajet direct des eaux de crue et aucune vie n'est perdue. Le fils du surintendant subit les blessures les plus graves. Il souffre d'hypothermie et est brûlé par les compresses chauffantes utilisées par les premiers secours pour augmenter sa température. Les autorités locales se mobilisent pour évaluer les dégâts le long de la route N, où certains véhicules sont immobilisés. Les équipes environnementales du département des ressources naturelles du Missouri évaluent les dégâts écologiques causés aux Johnson's Shut-ins et aux zones environnantes. Ils se concentrent sur l'évaluation des zones riveraines, essentielles pour stabiliser les berges et offrir des habitats à la faune locale. Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, la Commission fédérale de régulation de l'énergie, qui régule le transfert d'électricité, de gaz naturel et de pétrole entre les États, a lancé une enquête approfondie pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Ils ont conseillé d'équiper les futurs barrages à haut risque de déversoirs et systèmes de surveillance redondants. Et ils ont imposé un étalonnage et un entretien régulier des capteurs, ainsi que des réglementations pour que les sondes soient entièrement intégrées au système d'arrêt automatique. Le département des ressources naturelles du Missouri a dirigé la restauration du parc d'État Johnson Shut-ins et de ses environs. En réparant les zones riveraines dénudées de végétation et de sol le long de la rivière Black. Le parc Johnson Shut-ins a rouvert après des années, mais certaines zones portent encore les cicatrices de la catastrophe. Amarant, Union européenne a écopé d'une amende de 15 millions pour la violation. Au fil des ans, plus de 200 millions ont été réglés en réclamation. En avril 2010, le réservoir hydroélectrique de pompage Tomsock a rouvert ses portes.